Les blindés étaient censés préserver la vie de leurs soldats. Mais que se passait-il lorsque la conception même de la machine se retournait contre l'équipage à l'intérieur? Aujourd'hui, 10 défauts fatals dans l'histoire de la construction des chars. Numéro 10. Le blindage vertical. Le Tigre est souvent surnommé le dieu mécanique de la Seconde Guerre mondiale. 102 mm de blindage frontal, un canon de 88 mm, des centaines de véhicules alliés détruits. Mais derrière cette réputation se cachait une grave erreur de conception, présente dès la planche à dessin. Les ingénieurs allemands avaient construit un coffre-fort blindé. Presque toutes les plaques de la caisse étaient verticales, à angle droit par rapport au sol. Cela simplifiait la production et le soudage, mais ignorait complètement une loi physique fondamentale. Une plaque inclinée de même épaisseur protège nettement mieux, car l'obus doit traverser une épaisseur effective de métal plus grande et risque en plus de ricocher. Prenez une plaque de 50 mm inclinée à 60 degrés par rapport à la verticale. La protection effective atteint alors 100 mm. La même masse d'acier, un résultat 2 fois meilleur. Les Allemands le savaient. Leur propre Panther avait reçu un blindage frontal incliné précisément à l'époque où le Tigre était en construction. Mais pour le char lourd, ils avaient choisi une autre voie, augmenter l'épaisseur sans changer les angles. La conséquence fut une masse monstrueuse de 57 tonnes. De nombreux ponts européens ne supportaient pas ce poids. Le Tigre ne pouvait littéralement pas atteindre par ses propres moyens de nombreux théâtres d'opération sans une reconnaissance préalable de chaque passage. Les équipages alliés comprirent rapidement que le flanc vertical et plat du Tigre offrait une cible idéale, sans le moindre ricochet ni la moindre surprise. L'obus frappait et soit il transperçait, soit il ne transperçait pas. Une arithmétique brute, sans coefficient correcteur. Numéro 9. Le blindage rifté. Avant que le soudage à l'arc ne devienne la norme dans la production militaire, de nombreux pays assemblaient les plaques d'acier de la caisse à l'aide de rivets. Le M3 Lee américain, les premiers véhicules britanniques, plusieurs chars soviétiques du début de la guerre, portaient tous des rangées de boulons d'acier traversant les plaques de blindage de part en part. Sur le papier, la construction paraissait solide. Sur le champ de bataille, elle transformait l'équipage en cible pour son propre char. Lorsqu'un obus à grande vitesse frappait une plaque rivetée, même sans la transpercer complètement, l'énergie cinétique de l'impact se propageait dans toute la structure de la caisse comme une onde sismique. Cette vibration arrachait les têtes internes des rivets avec une force considérable. Chaque rivet avait la taille d'une balle de gros calibre. Chacun traversait le compartiment de combat exigu à une vitesse suffisante pour tuer ou blesser gravement. En Afrique du Nord, les équipages américains de M3 Lee apprirent rapidement cette leçon à leurs dépens. Les obus allemands qui touchaient le flanc arrachaient les rivets, qui se dispersaient dans le compartiment de combat comme des balles de calibre 50. Les rapports documentaires le confirment. Même un impact qui ne perçait pas le blindage tuait souvent ou mettait hors de combat une partie de l'équipage. Un éclat de rivet dans la gorge ou dans la tempe, sans aucune pénétration du blindage. Les équipages ne mouraient pas d'un impact direct sur la caisse, mais de la propre construction de leur machine qui ricochait à l'intérieur du compartiment de combat. L'horreur de la situation tenait au fait que même un char non transpercé pouvait tuer tout son équipage de l'intérieur en un seul impact. Cette leçon obligea les fabricants à passer dans les plus brefs délais à des caisses coulées et soudées. Numéro 8. La mauvaise ventilation. Un combat de chars, c'est des centaines de centimètres cubes de poudre en combustion dans un espace clos. Chaque tir du canon principal projette un nuage de gaz de combustion directement dans le compartiment de combat. En l'absence d'un système puissant d'évacuation forcée, ce nuage ne se dissipe pas, il reste à l'intérieur. Le KV-1 soviétique et le Matilda britannique souffraient d'une ventilation insuffisante. Lors d'un combat intense, l'air à l'intérieur de ces machines se saturait en quelques minutes de monoxyde de carbone et de gaz de poudre jusqu'à des concentrations dangereuses. Ajoutez à cela la température à l'intérieur de la caisse qui atteignait 49 degrés Celsius lorsque le moteur diesel tournait. Les équipages ressentaient des troubles de la vision, des maux de tête croissants, une perte de coordination, puis venait l'évanouissement. L'équipage n'avait alors le choix qu'entre deux mauvaises solutions.
Rester à l'intérieur et suffoquer, ou entrouvrir la trappe pour respirer un peu d'air et devenir une cible pour les tireurs ennemis. Le char français Somua S-35 souffrait du même problème. Des observateurs notaient que les équipages sortaient de la machine après quelques minutes de tir en titubant, comme après un empoisonnement. De nombreux tankistes étaient retrouvés inconscients directement à leur poste de combat. L'ennemi n'y était pour rien, c'était l'arme de leur propre char qui tuait. Numéro 7. L'ergonomie mortelle de la tourelle. Le T-34 paraissait redoutable de l'extérieur. Un canon de 76 mm, un blindage incliné, de la vitesse. Les ingénieurs soviétiques avaient créé une machine supérieure à tout ce que l'Allemagne possédait en 1941. Pourtant, un défaut essentiel se cachait à l'intérieur de la tourelle. Il n'y avait pas de plancher tournant de tourelle, tout simplement. Lorsque le tireur faisait pivoter la tourelle pour viser une cible, le plancher du compartiment de combat restait immobile. Le chargeur devait courir en cercle sur ce plancher fixe pour suivre la rotation de la tourelle, tenant dans ses mains un obus unitaire de 7 kg, et cela en roulant sur un terrain accidenté à 40 km/h. Dans l'obscurité ou la pénombre, sur un plancher recouvert de douilles brûlantes. En glissant, le chargeur tombait directement sous la culasse ou dans les engrenages ouverts de l'entraînement de la tourelle. De plus, la tourelle ne comptait que 2 membres d'équipage. Le commandant remplissait en même temps la fonction de tireur. Pendant qu'il regardait dans la lunette de visée et pointait le canon, il perdait entièrement la vision d'ensemble du champ de bataille. C'est pour cette raison que les équipages allemands remportaient régulièrement leurs duels contre des T-34 aux caractéristiques équivalentes. Les commandants des chars allemands avaient des fonctions séparées et pouvaient surveiller la situation tactique pendant que le tireur s'occupait de la visée. Le commandement soviétique connaissait ce problème. Les rapports en font mention dès les tout premiers mois de la guerre. Il ne fut entièrement résolu qu'avec le T-34-85 en 1944. Numéro 6. Les lourdes trappes monoblocs. S'échapper d'un char en flammes est une course contre la montre. Chaque seconde de retard représente quelques degrés de température supplémentaires et une fumée qui rend la respiration un peu plus impossible. Sur plusieurs types de machines soviétiques, une unique trappe massive au-dessus de la tourelle fermait presque toute l'ouverture supérieure. C'était une épaisse plaque d'acier, dépourvue de tout mécanisme d'assistance à ressort. Dans des conditions normales, son ouverture exigeait les 2 bras d'un homme en pleine forme. Au combat, c'était déjà un problème sérieux. En cas d'incendie, cela devenait une condamnation à mort. La chaleur du carburant en feu dilatait le métal. Le métal se dilatait et la trappe se bloquait irrémédiablement. Un tankiste blessé, le bras brisé et les poumons pleins de fumée âcre, ne pouvait physiquement pas soulever 90 kg d'acier surchauffé au-dessus de sa tête. Les concepteurs occidentaux avaient choisi une autre voie, des trappes à 2 battants séparés qui s'ouvraient d'une seule main sans effort important et qui ne se bloquaient pas lorsque la caisse chauffait. Les photographies du front de l'Est montrent encore aujourd'hui des machines soviétiques calcinées avec leurs trappes fermées. Les équipages étaient vivants au moment où le feu s'est déclaré. Il n'y avait tout simplement aucune issue. Numéro 5. Les munitions mal protégées. Le M4 Sherman était une machine fiable et bien conçue techniquement, qui remplissait ses missions sur la plupart des théâtres de la guerre. Mais les premiers modèles présentaient une caractéristique de conception mortelle que les tireurs allemands remarquèrent rapidement. Les obus du canon principal étaient stockés dans les sponsons, sur les flancs de la caisse, juste au-dessus des chenilles. Seuls 38 mm d'acier vertical les séparaient d'un obus ennemi. Lorsqu'un projectile allemand de 75 mm frappait cette zone du flanc, il projetait des éclats brûlants directement dans les charges de poudre. La suite était inévitable. L'incendie qui en résultait pouvait détruire une machine de 30 tonnes en moins d'1 minute. Les équipages américains n'avaient pas besoin d'un impact direct sur le moteur ou les réservoirs. Un coup rasant sur le flanc suffisait. Une légende répandue veut que ce défaut ait valu au premier Sherman leur surnom, Ronson, une marque de briquets américains dans l'armée américaine,
et Tommy Cooker, littéralement la plaque à griller Tommy dans l'armée britannique. Mais aucune confirmation documentaire n'a pu être trouvée. Après que l'armée eut introduit ce qu'on appelait le stockage humide, entourant les obus de conteneurs à double paroi remplis d'eau et de glycol, le risque d'incendie chuta fortement. Mais avant cette solution, des milliers d'équipages combattirent littéralement assis sur des réserves d'explosifs. Numéro 4. Le piège à obus. La Panthère était sans doute le char allemand le plus équilibré de la guerre. Un blindage incliné, un puissant canon de 75 mm et 70 calibres de longueur, une mobilité honorable. Pourtant, les premiers modèles cachaient dans leur conception un paradoxe monstrueux. Le point le plus protégé de la machine tuait, dans certaines circonstances, son propre équipage. Le masque de canon sphérique des premières Panthères, des modèles D et A, avait été conçu comme un déflecteur. Sa forme arrondie devait détourner les obus loin de la plaque frontale de la tourelle. Cela fonctionnait, mais seulement pour la partie supérieure du masque. La section inférieure agissait, en cas d'impact, comme un toboggan de guidage. Un obus frappant la moitié inférieure du masque ne ricochait pas vers le haut et sur le côté. Il glissait vers le bas et perforait le toit de la caisse qui ne mesurait que 16 mm d'épaisseur à cet endroit. Juste sous cette zone se trouvaient le conducteur et le radiomitrailleur. En plus de cela, 4 râteliers à obus y étaient également installés. Il suffit de dire que les conséquences d'une perforation étaient souvent catastrophiques. Les instructions britanniques pour la destruction des Panthères, publiées en juillet 1944, indiquaient explicitement de viser le masque du canon avec un obus explosif de 75 ou de 105 mm lorsqu'on tirait sur une Panthère de face, l'onde de choc devant détruire le toit fin de la caisse. Le problème ne fut résolu qu'avec l'introduction d'un nouveau bouclier de menton plat sur les modifications tardives. Jusqu'à ce moment, les ingénieurs allemands, en essayant d'améliorer la protection, avaient créé un couloir de mort idéal pour l'obus ennemi. Numéro 3. La transmission surchargée. Vers la fin de la guerre, l'Allemagne construisait des machines qu'elle ne pouvait plus utiliser au combat. Le Tigre royal pesait près de 70 tonnes. Le chasseur de chars Ferdinand, rebaptisé plus tard Éléphant, pesait environ 65 tonnes. Les transmissions et les trains de roulement de ces machines fonctionnaient à la limite dès le premier kilomètre parcouru. Les essais soviétiques sur un Tigre royal capturé donnèrent un résultat sans appel. Après 110 km parcourus, la transmission finale droite se bloqua et se révéla, une fois démontée, entièrement détruite. À l'essai suivant, la transmission finale se détruisit à nouveau, au bout de 103 km. Les maillons de chenilles se cassaient par fragilité à chaque virage serré. Les 5 premiers Tigres royaux affectés à une division blindée d'entraînement tombèrent en panne avant même d'avoir pu engager le combat et furent détruits par leurs propres équipages pour éviter leur capture. Pendant l'offensive des Ardennes, les pertes de chars lourds allemands dues aux pannes et au manque de carburant dépassèrent les pertes au combat. Ces machines devenaient de fortifications immobiles en plein milieu de la route, sans avoir pu atteindre leur position. L'artillerie et l'aviation d'assaut les détruisaient ensuite. Une arme incapable d'atteindre le champ de bataille n'est pas une arme. C'est un obstacle coûteux pour ses propres troupes. Numéro 2. Le commandant aveugle. Les tankistes allemands disposaient d'un avantage systématique sur la plupart de leurs adversaires, difficile à voir sur des photographies, mais qui déterminait l'issue de centaines de duels. Le commandant d'un Panzer III ou IV allemand pouvait observer le champ de bataille pendant que le tireur effectuait le tir de précision. Ces 2 fonctions étaient entièrement réparties entre 2 personnes différentes. Le char B1 français, l'un des chars lourds les mieux blindés du début de la guerre, était conçu de manière fondamentalement différente. Le commandant, dans une tourelle monoplace, dirigeait à la fois la machine et l'unité, pointait et chargeait le canon de 47 mm de la tourelle et, s'il était chef de peloton, dirigeait par radio les autres chars. Tout cela reposait sur un seul homme, dans un espace clos, en plein combat. La cadence de tir théorique du canon était de 15 coups par minute. En pratique, dans les conditions du combat, l'équipage atteignait 4 coups. Pendant que le commandant du char B1 se tournait vers la lunette de visée et chargeait le canon, il perdait le contrôle de la situation autour de lui.
L'équipage allemand, à ce moment-là, avait déjà repéré sa position, évalué la situation et pris sa décision. Ils décidaient plus vite, non pas parce qu'ils disposaient de meilleures machines, mais parce qu'ils avaient plus d'yeux et une répartition des tâches. Le même problème touchait les premiers chars soviétiques, où le commandant cumulait la fonction de tireur, ainsi que les véhicules britanniques à tourelles monoplace. La cécité tactique du commandant au moment critique du combat tuait plus sûrement que bien des défauts de blindage. Numéro 1. Le moteur inflammable. Le Sherman, dont il a été question plus haut, doit sa réputation de char qui brûle à plusieurs raisons. Les munitions stockées dans les sponsons en font partie, mais il existait une autre raison, moins évidente au premier abord, et pourtant plus profonde. La plupart des premiers Sherman étaient équipés de moteurs d'aviation à essence. À l'origine, il s'agissait d'un moteur Continental R975 en étoile à 9 cylindres refroidi par air d'une puissance d'environ 400 chevaux. L'essence a une température d'inflammation nettement plus basse que le gazole. En cas de dommage au combat sur les conduites de carburant, la différence était littérale, la différence entre une flaque de carburant et un incendie immédiat. Le T-34 soviétique, équipé du moteur diesel V2, présentait par définition un risque d'incendie moindre en cas de perforation de la caisse. Les équipages soviétiques, forts de leur expérience amère des machines prêtées-bail à moteur à essence, indiquaient explicitement dans leur rapport qu'un moteur à essence constituait une source de danger supplémentaire au combat, en plus de tous les autres. C'est pour cette raison que les versions diesel du Sherman, en premier lieu le M4A2, étaient destinées en priorité à l'Union soviétique et au corps des Marines des États-Unis, qui avaient accès au gazole de la marine. L'armée américaine continua d'utiliser les versions à essence. Non pas parce qu'elle ignorait la différence, mais parce que les moteurs d'aviation à essence étaient produits en quantités énormes et disponibles immédiatement. La logistique de production l'emporta sur la sécurité tactique des équipages. Ces 10 erreurs ont un point commun. Elles étaient connues, ou auraient pu être connues, de ceux qui prenaient les décisions. Les caisses rivetées étaient critiquées dès avant la guerre. Le problème du plancher de tourelle du T-34 était discuté dans les rapports techniques soviétiques dès 1941. Le piège à obus de la Panthère fut documenté et corrigé, mais seulement après des années de production. Les lourdes trappes ont enseveli des équipages pendant que les ingénieurs continuaient à les installer. L'histoire des blindés est, dans une large mesure, l'histoire de la manière dont les contraintes de production, la bureaucratie militaire et la course contre la montre ont été placées au-dessus de la vie des hommes à l'intérieur des machines. Si cet épisode vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun prochain contenu.